Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre premier bloc Before, l'émission du vendredi, première diffusion 18h, deuxième diffusion 20h. On va bien sûr parler un petit peu de ce qui s'est passé au niveau de l'actualité hockeyistique de cette semaine, mais nous allons également nous projeter vers l'actualité de ce week-end et joli tablé aujourd'hui à tête de course à Nyon, ce fameux Bike and Coffee qui nous accueille tous les lundis et tous les vendredis avec le coach Laurent Perroton. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Avec Christian Ponty, presque le local de l'étape. Bonsoir. Il passe ses journaux Bike and Coffee, je ne sais pas. Enfin, il adore les cafés et puis les petits dessins qu'il y a dessus. Donc voilà. Et puis Pat Lefebvre qui nous a rejoint après un long séjour italien. Bonsoir. Bonsoir. Alors messieurs, encore une fois, c'est marrant. Moi, j'arrive avec mes yeux, comme je le disais il y a quelques instants off, j'arrive avec mes yeux de grand public et je commençais gentiment à adhérer à certaines de vos critiques concernant certains clubs romans. Et puis vous, aujourd'hui, vous arrivez à me dire « Ah non, mais ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien ». Alors, c'est parfait. On va se retrouver dans la confrontation peut-être. Ça j'aime. Alors, puisque Laurent Perroton aime ça, on va peut-être lui laisser ouvrir les débats. Mais quand même, comme d'habitude, je vais vous demander quel est l'événement qui vous a le plus marqué ces derniers jours. Bon, alors, je vais commencer évidemment parler des clubs romans dans l'ordre décroissant. Ensuite, évidemment, revenir un peu sur la charge de Barofner sur Bikoff et les incidences sur le match. Et puis, parler un petit peu des transferts et des prolongations. Il y a des choses qui m'inquiètent un petit peu dans certains clubs et j'aimerais qu'on parle de ça. Oui. Question ? Alors moi, j'irais presque plus direct sur Genève et j'ai envie de dire pour toutes les équipes qui viennent à Genève, merci Söderholm. Parce que je parlais de mode d'emploi, on me sent que ça fait 3 matchs qu'on voit avec 3 fois la même tactique et puis 3 fois le même résultat. Donc voilà. Ensuite, du côté de Lausanne, je trouve dommage qu'on est toujours dans les pénalités. Ça, c'est vraiment récurrent. Et du côté d'Ajoie, j'ai juste envie de leur dire une chose, lâchez pas. Oui. Pat. Ouais, moi aussi, le charge de Packoffner, surtout dans le hockey d'aujourd'hui, le hockey moderne, avec les vidéos et tout, là, incompréhensible de ma part qu'il n'y a pas eu de suspension. Oui, c'est vrai que, encore une fois, on revient chaque semaine sur cette problématique de l'arbitrage. Chaque semaine, je vous promets qu'on aura bientôt un arbitre. C'est vrai que c'est difficile de les faire parler, mais on l'aura à cet arbitre et j'aimerais bien avoir quand même quelques explications parce que c'est vrai que ça devient parfois, c'est à la limite du supportable. Bon, alors messieurs, on va commencer. Ah oui, je vais quand même vous dire, moi, justement, j'ai pris le contre-pied, j'ai regardé les 2 derbys bernois d'un œil. Enfin, un œil plus un œil, 2 matchs, ça fait quand même un match complet. C'est pas si mal, finalement, quand même. Langnau et Berne ne font pas de super résultats. Effectivement, avec Söderholm, ça n'évolue pas beaucoup. Paterlini fait du Paterlini, mais on pourrait peut-être juste dire 2 mots sur ces 2 clubs bernois. Attention, ce sont des clubs qui ont quand même du potentiel inexploité, mais il y a du potentiel quand même. Alors déjà, première chose du côté de Langnau, je suis à chaque fois impressionné, mais la qualité des étrangers. On a très très bien choisi les étrangers. Et puis il y a eu des choix forts. Un Pascal Berger qui était capitaine se retrouve 4e bloc. Donc il y a des choix forts au niveau des joueurs suisses. Et ils font une très bonne saison par rapport à l'effectif et par rapport au pronostic du début de saison. Ensuite, du côté de Berne, ça alterne le chaud et le froid. Mais il y a des choses qui se mettent en place. Et lorsqu'on les a vus jouer à Genève, on avait l'impression de voir jouer l'équipe d'Allemagne. Ils ont extrêmement bien joué. Donc maintenant, il faut qu'ils soient sur la constance. Di Domenico performe pas trop depuis qu'il est revenu. Donc je pense que lui, quand il va revenir à son top niveau, ça va aller mieux.
Et puis on attend évidemment le retour de Caroun. Mais c'est ça le problème. Di Domenico, en fait, Berne est trop dépendant de Di Domenico, comme le Rapperswil avec Cervenka, c'est exactement le même problème. Justement, Rapperswil et puis Berne, pour moi, ils sont pas complètement dépendants. Parce que quand même, quand ils étaient pas là, on les a vus jouer à Genève, ils ont joué d'une certaine manière et avec intelligence. Donc, dans la dépendance, c'est vraiment sur les matchs serrés où ils peuvent allumer la flamme, l'étincelle et mettre le goal vainqueur. Mais par contre, dans la jouerie, on a trouvé des alternatives et ça peut montrer aussi à certains clubs romans comment on peut jouer sans des joueurs blessés. Vous les avez vus ces alternatives, Christian ? Ouais, en fait, les alternatives, moi ce qu'il y a d'incroyable, c'est que finalement, ce que dit Laurent, c'est parce qu'on a vu les matchs à Genève. Et puis finalement, Genève est un épouvantail. Le premier qui a lancé l'histoire, c'est justement Söderholm. Mais Söderholm, justement, il lui manquait ces deux gros étrangers. Rapi, la même chose. Et puis hier, Zug a joué la même chose. Rien à voir avec le match de Zurich. C'est simplement pour dire aussi à quel point les coachs modernes sont capables de s'adapter rapidement. Et typiquement, souvent ce que Laurent dit, vidéo, tu regardes, ok, zone neutre, hyper intense, tu bloques tout. Genève a été muselé. Et en fait, moi ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, il y avait deux cas de figure un peu similaires. C'est-à-dire que Zug est arrivé, Rapi est arrivé avec deux gros joueurs qui manquaient. Jensen et Cervenka. Et en fait, ils ont fait un match d'équipe juste remarquable. Tout le monde a bien joué. Et en fait, c'est marrant parce que sur ce match-là, par exemple, Tyler Moore, taille patron, je veux dire, il a pris la place de Cervenka. Il était juste incroyable. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que finalement, ces équipes-là, comme ils ont un bon système de jeu, comme ils s'entendent bien, ils sont très flexibles dans la manière d'adapter un système du jour à l'autre. Et, franchement, Söderholm, le premier match, même chose, il manquait Cahoun et Dido. Mais ils ont été vraiment fantastiques. Et c'est pour ça que je disais, c'est lui qui a mis le mode d'emploi pour ce Genève Servette. Après, évidemment, ça va qu'évoluer. Mais n'empêche que 3 matchs, 3 fois exactement la même tactique. Donc je pense qu'il y a du travail vidéo là derrière, c'est clair. Patrice Lefebvre, avec mes yeux innocents, on va dire ça comme ça, je lis aussi beaucoup ce qui se dit. Et il se dit justement qu'il y a trop d'équipes qui sont dépendantes d'un seul joueur. Mais à la réflexion, on se dit, c'est quand même grave qu'une équipe de 23 joueurs soit dépendante d'un seul élément, non ? Donc finalement, cette remarque que l'on voit très souvent, et surtout concernant Rapperswil et Cervenka, c'est du pipeau. Mais moi, je pense que oui. À Rapperswil, je pense qu'ils ont un élément, un groupe qui est soudé, qui travaille un pour l'autre, et ça se voit. Je suis d'accord avec Laurent, avec Langnau pour les étrangers. Absolument. Je pense que cette équipe-là, elle dépend un peu plus de ses étrangers. Pour moi, je l'ai déjà dit ici à l'émission, pour moi, le cœur et âme de Berne, c'est pas Di Domenico, c'est Schwery. Quand Schwery est là, c'est une équipe complètement différente. Chervet, tu veux dire. Chervet, pardon. Schwery, il est pas mal aussi. Mais... Chervet, désolé. La prononciation. Schwery, oui, évidemment. Ouais, c'est le cœur et âme de ça. Et vous voyez, même quand un coéquipier marque un but, vous voyez la réaction de Chervet. Il saute dans les airs et quand il est là, ça paraît tout de suite. Pour moi. C'est un leader emblématique. C'est ça. Ouais. C'est un leader sur le mental. Mais d'ailleurs, si je peux me permettre, hier, le match était compliqué à Genève. Noah Rod, de nouveau. C'est dur qu'on voit, en guillemets, les hommes. Noah Rod, il est jeune, mais il a déjà une maturité incroyable. Et puis, il sait quand il faut appuyer sur le bouton, quand justement l'équipe manquait d'énergie. Et il sort toujours au bon moment. Chervet, pareil, c'est des vrais capitaines pour moi. Alors, comme l'a proposé Laurent tout à l'heure, on va reprendre les clubs romans. On va y aller dans l'ordre inverse du classement. On commence avec Ajoie. Moi, je voulais parler d'Ajoie et être un positif aussi sur Ajoie. Alors, c'est très ça devient difficile. Oui, alors c'est très compliqué. Alors, 10 défaites consécutives. 3 victoires en 23 matchs, 10 défaites d'affilée. Évidemment, 13e attaque, 14e défense. Tous les, à part le face-off où on est 5e, on est 6e au niveau des pénalités. Les gardiens, c'est moyen dans la ligue. Par contre, à Zurich, à 5 contre 5, ça a très très bien joué. Il y a 2 joueurs qui sortent du lot, TJ Brennan et Jonathan Hazen. Maintenant, on arrive à la croisée des chemins. Et ma réflexion, elle est la suivante. On veut la direction sportive, donc Julien Vauclair va décider, on veut continuer avec ce coach, pas de problème.
Pour moi, aujourd'hui, il faut... Ok, on a décroché, il y a 2 cas de figure. Soit on continue à surutiliser les étrangers et on essaye de faire quelques points, sachant qu'on est déjà très loin et peut-être qu'on va les brûler. Soit on décide de jouer à 4 blocs, de répartir les temps de jeu, de travailler sur 2 mois en faisant progresser tous les joueurs pour être prêts pour les playoffs. Et je pense que là, c'est le côté positif d'Ajoie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ouais, mais les playoffs, ils sont déjà... C'est presque un rêve. Non, les playoffs. Ah, les playoffs, d'accord. Okay. Les playoffs. C'est-à-dire que vraiment préparer cette équipe en faisant progresser les joueurs et puis en reposant un peu tes cadres, parce qu'ils sont à Zurich, j'ai regardé, hein, ils sont vraiment surutilisés. Et essayer de développer les jeunes joueurs suisses qu'on a été chercher en Swiss League pour préparer ces playoffs et se sauver. Ça, c'est vraiment le côté positif que j'ai vu. Et je me suis dit, voilà, on n'a plus rien à perdre. Par contre, maintenant, c'est de la communication. C'est-à-dire que si on décide ça avec Pézanne, la direction sportive, Julien Vauclair, doit prendre son bâton de pèlerin et communiquer dans tous les médias en disant voilà, ok, on est vraiment pas bien, on a gagné 3 matchs sur 23. Maintenant, on va se préparer comme il faut et on va développer nos jeunes joueurs et essayer de progresser tactiquement, individuellement et essayer de faire du Rapperswil sur la deuxième partie de championnat, sur ce qu'on a pu voir les différentes années et développer des jeunes joueurs pour pouvoir assurer sa place en National League et l'année prochaine essayer d'aller chercher 3-4 joueurs pour renforcer cette équipe. Bon, on va vous écouter les deux encore, Christian et Pat. Pour rassurer la place en National League, je dois vous avouer un truc. J'ai vu jouer Holton, je regarde bien ce qui se passe justement en Swiss League parce que vous décrochez un petit peu quand même à ce niveau-là, donc il faut quand même bien qu'il y ait 2 yeux qui se penchent sur la Swiss League. Malgré tout le respect que j'ai pour le gros travail qui est fait par Holton, aucune chance. Oui, aucune chance même contre un mauvais Ajoie, pour le moment en tout cas. Bien sûr, mais moi je vais même plus loin dans ma réflexion, c'est que dans les play-outs, c'est de se sortir au premier tour. Pas jouer contre la Swiss League justement. Et c'est du développement qu'on pourrait faire et se dire comme objectif, on va peut-être finir dernier du championnat, mais on va se préparer pour le tour de relégation contre un club de National League et gagner ce tour de relégation et puis déjà commencer à préparer l'équipe l'année prochaine, se gagner du temps pour pouvoir avoir un recrutement de qualité. Question Ponty. Bon, en fait, ce qu'il est en train de raconter, Laurent, c'est exactement ce qu'Ambry a fait quelques années. Hein. Il s'était largué, mais en fait, il perdait des matchs. Par contre, ils jouaient, ils avaient du temps de jeu et ils arrivaient frais pour les play-outs. Et ils s'en sortaient à chaque fois. Donc, quelque part, c'est un peu le modèle parce qu'ils ne peuvent pas espérer remonter avec autant de points. Par contre, ils peuvent essayer, en tout cas, d'arriver avec une équipe qui soit au moins frais physiquement. Et puis, surtout, en jouant 1, 2, 3, 4, puis faire progresser des gens. Et effectivement, après, contre possiblement une équipe de Swiss League, passer le cap. Après, juste pour la Swiss League, on parle tout le temps d'Holton, mais Chaux-de-Fonds est à 4 points. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, absolument. C'est pas même sûr en l'état que ça sera forcément Holton. Chaux-de-Fonds est surprenant et puis il y a Viège qui commence à se reprendre, voilà. Donc qui a une équipe intéressante. Donc il y aura aussi des playoffs de ce côté-là. Et puis l'autre chose, c'est pas non plus anodin. Chaux-de-Fonds peut dire merci aussi à Genève, hein, parce que Berton, Chanton. Sofera, je crois qu'il y en a un troisième, je sais plus. De Rung, il est à Holton justement. D'ailleurs, il y a un match intéressant entre Holton et Chaux-de-Fonds. Smons, voilà. Je disais, il y a eu un match intéressant entre Holton et Chaux-de-Fonds puisqu'il y avait De Rungs d'un côté et les autres Genevois de l'autre. Mais tout ça pour dire que c'est pas encore acquis totalement que ce soit Holton. Il faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai. Pat. Moi, je pense plus que ça va être Chaux-de-Fonds que Holton. Ouais, moi, peut-être. Personnellement, de qu'est-ce que j'ai vu et qu'est-ce que je suis, je crois que ça va être plus Chaux-de-Fonds qui ont plus de chances de passer que Holton. Mais imaginez un Chaux-de-Fonds à Joie pour incroyable. Pour se maintenir en Ligue nationale. Pour le caissier. Ouais, les deux, ouais, exactement. Et puis, faut pas qu'on oublie une chose non plus. Hein, Chaux-de-Fonds, ils ont un projet, ils vont complètement refaire leur patinoire. Il y aura 6500 places. Moi, du côté d'Ajoie, ça peut être chaud. Hein. Attention. Messieurs, je vais vous faire bosser pour une prochaine émission. On parlera peut-être un petit peu plus de la Swiss League. Ça vous obligera aussi à vous pencher sur les chiffres de la Swiss League. Mais on va rester encore sur Ajoie quand même. Il y a Rouillet, joueur d'Ajoie, qui a justement relevé quelque chose. Il a dit à 5 contre 5, on n'a rien envié à personne. Donc, à voir, bon, première chose quand même à voir, mais deuxième chose, et ça on l'a déjà relevé, donc les situations spéciales qui sauvaient un petit peu les apparences, là maintenant c'est fini, on sait comment on joue à Ajoie, mais c'est vrai que fondamentalement à 5 contre 5, Ajoie n'est pas ridicule quand même. Si je peux me permettre, pour faire un point sur qu'est-ce qu'on a parlé tantôt, le point de Laurent sur Ajoie, moi je pense que le message du début de la saison, du championnat, ça doit être le processus et non le résultat, parce qu'on sait
Tout le monde le sait. 95% du monde en Suisse sait ce qui va arriver avec Ajoie, que les chances de faire les playoffs n'étaient pas très, très hautes. Alors, c'est du début de dire, OK, on est dans un processus pour les prochaines premiers 2-3 ans. Il ne faut pas regarder seulement les résultats. Il faut faire progresser. Et ça va être ça. Et être prêt, comme Laurent dit tantôt, pour les play-outs. OK, après ça, le hockey joue sur la glace, le sport sur la glace. Mais il faut vraiment être honnête avec le processus avant de passer aux résultats. Alors pour répondre à Pat, exactement, et là c'est le gros travail de Julien Vauclair de faire comprendre à son coach qu'on est sur le processus et non sur le résultat à court terme. Parce que c'est ce qui va faire la différence et c'est ce qui va sauver Ajoie et ce qui va permettre à Ajoie de grandir aussi pour les années futures. Ouais, mais donc, faire comprendre ça au coach, vous avez dit vous-même qu'il y avait erreur de casting. Hein, donc, moi j'avais dit... Parce que Sean, c'est pas un entraîneur pour travailler... Pas erreur de casting, erreur de profil. De profil. De profil. Donc c'est une différence et ça je sais que Julien Vauclair avait d'autres candidats et que c'est le board qui a voulu absolument un nom réputé avec une grosse expérience au niveau international. Quand tu es entraîneur d'une équipe nationale avec dans le top 6 mondial et que tu te retrouves à Ajoie avec des jeunes joueurs, c'est pas du tout au quotidien la même façon de travailler et puis surtout c'est pas la même façon de voir les résultats. Donc du coup c'est là que je dis qu'il y avait une erreur de profil, mais maintenant c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Maintenant je pense qu'il faut travailler sur du moyen terme en développant ces jeunes joueurs et il y a des jeunes joueurs intéressants dans le recrutement qu'a fait Ajoie. Ouais, en fait, juste pour aller dans le sens de ce qu'il dit, finalement, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il pourrait avoir le luxe de travailler sans pression en disant de toute façon, on va pas te changer. Alors, bosse, travaille sur le long terme, développe. Après... Ça, c'est très important ce message-là. Voilà, exact. Il faut qu'il ait bien ça dans la tête et du coup, ça peut changer aussi sa façon de voir les choses. Exact. Mais par contre, c'est ce que je disais l'autre jour, c'est que je suis pas sûr que Pézanne a souvent coaché des équipes qui perdent. Et tout le monde ne réagit pas à la même chose là-dedans. Il faut être capable de lâcher prise, dire ok, on se développe pour autre chose. Ma foi, le résultat, comme tu disais, c'est pas forcément important. L'important, ça sera la finalité en fin de saison, puis qu'on soit prêt au bon moment à leur H. Mais est-ce que c'est la bonne personne pour ça? Parce que moi, je vois aussi beaucoup d'ego, d'orgueil. Regardez le body language, il fait la gueule, hein, il est pas content. Après, personne n'aime perdre, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être un autre profil, peut-être plus adapté à cette situation. Mais il est là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ou on le laisse en place et on le laisse bosser, mais on lui enlève la pression, on lui dit ok, maintenant développe, prépare tes jeunes, nos prospects, il faut les développer parce que il y a des équipes avec des prospects qui les développent. Hein. Cloton, c'est un bon exemple, même chose du côté de Langnau. Donc ils peuvent bien, exact, voilà. Mais au moins lui enlever cette pression. Mais est-ce que c'est ça la philosophie du moment? On va le savoir. Oui, c'est facile d'être un bon coach quand tu as une bonne équipe derrière. Tu un bon gardien aussi. Alors, on dit toujours, dis-moi qui est ton gardien. Je vais dire tout de suite, mais aussi pour développer des joueurs, il faut que tu sois entouré aussi. Alors, qui peut travailler avec tes attaquants, qui peut travailler avec tes défenseurs, qui peut aider, qui peut être proactif. Il y a un tout avec ça aussi. Alors, c'est facile, comme je dis. J'enlève absolument rien à Pézanne, absolument rien sur le côté. Bon, il est quand même bien secondé, je veux dire. Bien sûr, non. Ouais. Non, mais après ça, il faut être capable de le. Et puis, le porter. est-ce que tu es capable d'être patient? Parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu en as marre de perdre. C'est dur. Hein. C'est super dur. Et un petit mot sur la Coupe du Monde de foot, mais j'invite à aller regarder l'interview de l'entraîneur du Maroc qui parle exactement de ça, justement. De la façon des entraîneurs qui ramènent tout à eux en disant ouais, on a gagné ce titre, mais ils ont la meilleure équipe sur le terrain. Et qu'il parle un petit peu des entraîneurs qui ont justement pas trop de qualité, qui arrivent à faire des résultats. C'est ça la profonde différence. C'est ça la profonde différence. Je me demande quel était le premier qui allait me parler de la Coupe du Monde de foot. C'est Perroton qui a osé le faire. Bravo aux Canadiens, entre parenthèses, qui se sont quand même bien débrouillés. On va pas parler de l'équipe de France, hein, Laurent? Non, parce qu'après... Parce que bon, vous vous qualifiez, mais par les poils, et puis vous trouvez encore le moyen de contester une victoire méritée. Ouais, alors ce matin, il y a ma couturière qui m'a appelé pour me demander où c'est qu'il fallait qu'elle mette la 3e étoile. Donc du coup, on va attendre un petit peu. Je vais faire un peu du français, et puis comme ça, les auditeurs vont être contents. Bon, on va pas parler de foot dans ce podcast parce que on va nous le reprocher. C'est vrai que on est là pour parler. Ok, sur glace, vous avez parlé de body language tout à l'heure concernant Péchan. On pourrait peut-être parler du body language de Ward. Alors. Voilà, alors je vais parler de Lausanne. Alors, enfin, quel body language? Alors, je vais parler de Lausanne et puis j'ai longuement regardé les matchs et longuement réfléchi. Et du coup, mea culpa, je pense qu'on ne peut pas juger Ward pour l'instant. Par contre, on va pouvoir le juger si John Foos fait son travail. C'est-à-dire,
Je m'explique. Aujourd'hui, il y a 2 gros problèmes. Ouais. Le premier gros problème, c'est les matchs à domicile. 6300 personnes hier au match, 14 matchs, 10 défaites à domicile. Donc là, j'emploie souvent ce terme, coacher comme un porc. Coacher comme un porc, c'est qu'à domicile, tu dois gagner tes matchs. Et pour gagner tes matchs, il va falloir t'enlever de la pression sur les matchs à l'extérieur et puis essayer de gagner tes matchs à domicile pour reconquérir ton public et avoir un peu plus de monde pour la suite. Ensuite, tu t'enlèves la pression et tu te dis ok, moi mon objectif c'est d'aller chercher les pré-playoffs. Et avec le contingent à disposition et les joueurs blessés, c'est aujourd'hui compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit bon, pour juger Ward, il va falloir attendre le retour des blessés et quels sont les manques. Alors je me suis amusé à composer une équipe. Et puis du coup, je me suis dit bon, les gardiens. Tout le monde parle d'un gardien étranger. Je pense que c'est pas les besoins actuels. Poudenov et Stéphane, moi je dirais 1-3 ou 1-2. Et surtout les matchs à l'extérieur pour Stéphane. Si je puis me permettre une remarque, maintenant que Stéphane est de retour, ce serait quand même bien de voir quel est son niveau réel avant de se dire tout à coup il faut quand même aller rechercher un Oslo ou un Cervinho ou Evan Huet. Donc c'est important de le faire jouer un match rapidement. Ouais, on l'a vu, il est rentré à Ambry, il a fait le job et je crois que c'est un gars orgueilleux qui a une grande carrière et il a eu une préparation un peu difficile et il a eu du mal à se mettre dedans. Mais maintenant avec l'expérience et puis l'orgueil qu'il a comme un grand sportif, je pense qu'il peut jouer un match sur 3 ou un match sur 2, notamment à l'extérieur. Ensuite, la grosse problématique à Lausanne, c'est la défensive. Donc, moi voilà ce que j'ai pensé. Jelovac, il faut absolument le remettre dedans et je le verrai bien avec Gernat. Frick, Elner, ça va très bien. C'est un offensif, un défensif. Et là, il faut aller chercher un gros étranger en 9e licence pour pouvoir jouer avec Gloser. Et un gros étranger, le profil, c'est clair que c'est difficile de trouver un Tom Ernest. Par contre, un profil de l'eau, un mec qui joue 20-25 minutes mais qui gagne tous ses duels et qui a une bonne première passe et qui est très 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 bon en box-play, ça va te permettre d'avoir un équilibre. Après, sur l'attaque, le gros problème... Excusez-moi, vous avez cité Genadzi ? Non, mais je vais venir. Pour moi c'est... Marty Genadzi, pas sûr. Oui, Marty Genadzi, pas entendu. Non, pour moi c'est les Sidler en 7. Et Genadzi et Marty en 8 et 9. Parce carrément. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est très insuffisant et si tu veux performer en pré-playoff, aller chercher les pré-playoffs et performer en pré-playoff, à mon avis c'est ça et si Ward obtient un défenseur supplémentaire, le retour des blessés, à mon avis c'est un peu le genre de composition qu'on risque d'avoir. Maintenant tout le monde critique Kovacs. Kovacs pour moi c'est le joueur qui n'a pas de volume de jeu, par contre qui est avec le puck capable d'accélérer le jeu. Et il a besoin d'un joueur qui est très fort défensivement, un centre, qui gagne beaucoup ses duels et qui est bon à la finition. Et il va lui donner des bons pucks. Donc là c'est un centre qu'il faut aller chercher, type Spacek. Ça c'est difficile à trouver, mais c'est un centre qui est capable de jouer en première intention et de jouer dans les 2 côtés de la patinoire. Et moi je mettrais avec eux un gars qu'on doit relancer et qui a un long contrat, Pedretti, qui est un gars qui a joué avec les étrangers, qui a joué sur le premier bloc à Zurich et qui a un long contrat. Ensuite, Fuchs, Sekac, Ria, tu bouges pas. Ça on touche pas. Jagger, Raffel qui est un joueur important avec Ugly que tu relances. Et surtout après, Almond, il faut absolument lui parler et lui faire comprendre que les pénalités, puis l'amour du maillot, et que ça peut être un joueur très important pour le box-play parce qu'il est très bon engagement, c'est un très bon joueur de box-play et c'est un gars, il faut lui donner un rôle et le valoriser avec Boson qui est capable de faire ça, et tu mets le petit Maillard. C'est clair, ouais. c'est clair que là, du coup, dans ma composition, Genadzi, Marty, Holdener, c'est un peu loin. Et ensuite, Emerton, Salomaki, Odette, Panic, là, c'est les étrangers que tu sacrifies. Et puis surtout, Ronald Kennings, qui a rien à faire sur la glace. Maintenant, je viens sur Emerton. Je suis allé voir plusieurs entraînements. Et les jours de congé, le dimanche, je pense que vous n'êtes pas à la patinoire, mais il m'est arrivé de passer une fois. Et qui est le seul à s'entraîner tout le temps, 7 jours sur 7, Emerton. Et c'est un gars que tu peux mettre dans le line-up si tu as des problèmes en défense, en attaque. Ça serait le gars un peu qui peut jouer un peu de partout à l'aile, en défense, en attaque, qui peut être ton gars lorsque tu as des blessés. Et là, je pense qu'avec cette équipe-là, si John Fuss fait son travail, va chercher un centre pour jouer avec Kovacs et pas un Odette, un centre pour jouer avec Kovacs. Ensuite, un défenseur type Lowe qui est capable de jouer 20-25 minutes, mais qui est capable de jouer défensif et puis qui a une bonne première passe et surtout qui est capable de tenir les 2 minutes en box-play.
Et ben là, avec ton duo de gardiens, je suis désolé, tu peux aller chercher une 8e, 9e, 10e place et être très dangereux en pré-playoff. Et surtout, on pourra juger Ward à ce moment-là. Et pas avant. Parce que là, aujourd'hui, avec les blessés et la qualité des étrangers, il n'a pas d'équipe. Et les pénalités, je vous parle juste de ça, hein. Juste un petit chiffre. Pénalité, c'est 368 minutes de pénalité. Le deuxième, il est à 276. Ouais. C'est Ambry. Et le dernier, il est à 155. Il y a plus de 200 minutes de pénalité entre Fribourg et Lausanne. Et là, c'est pas de l'indiscipline, c'est que tu t'en fous. Bon, j'ai envie de vous dire que Fribourg, ça leur ferait pas de mal d'en faire un petit peu plus quand même. Oui, parfois. Mais là, là, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un équilibre, de travailler sur du moyen terme avec les mêmes lignes, que les blessés reviennent, et puis avec deux nouveaux étrangers pour pouvoir avoir vraiment les besoins du moment, c'est renforcer la défense et un premier bloc qui fasse la différence avec un Kovacs qui est quelqu'un qui joue avec lui et pour lui. C'est ça. Moi, j'ai quand même beaucoup retenu le fait que Lausanne a perdu pas mal de points à cause des pénalités. Ouais. Alors moi, juste par rapport à ce qu'il vient de dire, il y a deux choses que tu peux exiger, Edouard. Les pénalités. Je suis désolé. Ça, tu peux dire. Tu peux même si tu infliges des amendes, peu importe, mais les pénalités. Ça, c'est de la discipline et tu peux améliorer ça, c'est pas très compliqué. Ils perdent le match quand même. Pat, il va en parler hier soir, il va nous expliquer ce qui s'est passé. Ouais. Puis je vais juste finir. L'autre chose, c'est Tobias Stephen. Faut arrêter, c'est un bon gardien. C'est juste une question de confiance. Et ça, c'est le job du coach. Tu lui donnes de la glace. Effectivement, à l'extérieur, c'est bien, tant mieux, parce qu'il a peut-être un petit peu de pression en début de saison, il s'est loupé, mais ça reste un grand gardien, parce que le problème, c'est que Poulenov, une fois sur deux, tu ne sais pas s'il va se blesser. Ouais. C'est quand même stressant, mais il faut arrêter. Mais ce que vous dites là, c'est finalement aussi peut-être un petit peu le job de Christo Baluet. Je pense que Christo le veut, hein. Pour mon avis, ça ne vient pas de là. Mais en tout cas, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un grand stratège pour stopper les pénalités et puis remettre sur les plots Tobias Stephen. Je rajouterais juste remettre sur les plots et dans un rôle majeur Jelovac et enlever Ronald Kenitz parce que là on n'en peut vraiment plus de son attitude et son niveau de jeu. Et dernière chose par rapport au line-up que tu as annoncé, faut pas oublier qu'un gars comme Genadzi, il peut aussi jouer en attaque, c'est un attaquant à la base. Donc lui aussi ça peut être un gars qui bouche les trous et puis au bout d'un moment tu peux aussi le relancer comme ça parce qu'il est pas bon. Ouais, mais aujourd'hui vous vous rendez compte que vous envoyez Genadzi et Marty en tribune. Oui, mais vous vous rendez compte que Lausanne c'est la 10e défense et puis que en boxe ça va pas, que sur des situations où on a le contrôle du puck, il y a des grosses erreurs individuelles. Vous vous rappelez contre Cloton ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé contre Cloton. Ils perdent 1-0, il reste 2 minutes de jeu, il y a Jelovac, on l'a mis en tribune officiellement pour cela. Moi j'avais d'autres hypothèses, mais parce qu'il a pris une mauvaise pénalité, il va presser un peu dans le coin. Il y a un rim, Frick il se fait battre par le rim au lieu de rester devant la cage, il se fait battre. Il y a une passe qui vient devant la cage et Fuchs qui prend pas son joueur et il y a goal. Excusez-moi, c'est des grosses erreurs à des moments donnés et là tu as besoin d'un taille patron. Gloser peut t'amener à l'offensive parce que pour moi c'est l'avenir de l'équipe suisse, je trouve. C'est le joueur le plus complet à Lausanne au niveau technique et puis surtout un étranger solide quand il est sur la glace, t'as peur. Lo à Bienne par exemple, il fait pas d'erreur, il fait toujours une première passe, il gagne ses duels, il peut jouer 20-25 minutes et c'est ça qu'on a besoin. Et puis ces joueurs là aujourd'hui ils sont pas au niveau et aujourd'hui c'est Lausanne Hockey Club. On a beaucoup critiqué Lausanne Hockey Club, aujourd'hui on veut que Lausanne Hockey Club commence à gagner des matchs et ça passe par un line-up cohérent, des décisions fortes déjà. Des décisions fortes et puis Ward on va pouvoir le juger à ce moment là parce que là il a pas d'équipe qui est cohérente. Alors Patrice Lefebvre, vous étiez hier au match à Lausanne, votre principal enseignement? Ouais, je suis d'accord avec les pénalités. Je ne veux pas signaler une personne, mais quand le même joueur prend 2 pénalités sur le même jeu parce que tu ne bouges pas tes pieds. Et c'est malheureux parce que Ria, on va parler de lui, c'est pas le plus mauvais non plus, c'est pas la plus mauvaise volonté. C'est pour ça que j'ai pas voulu dire de nom. On va pas le dire quand même. C'est arrivé. Mais c'est pas une attaque contre Ria, mais c'est arrivé sur lui. Mais c'est un exemple. C'est un exemple de qu'est-ce qui se passe. Il l'a payé très cher, 2 goals sur la pénalité derrière à début du tiers. C'est le fait de match. Exact. C'est un exemple des matchs qui arrivent qui beaucoup, des fois, on ne bouge pas nos pieds et puis on prend le chemin court, comme on dit. Moi, je suis d'accord avec Laurent au sujet de Kenin. C'est malheureux, mais c'est pas. Je l'ai déjà vu jouer avant du hockey, du gros hockey. Non, il est pas là. C'est plus le même. C'est plus le même.
Non, mais je rigole parce que quelque part, Kennis, quand on l'a signé, il était champion suisse avec Zurich, mais il était champion sur le 4e bloc. Allô, et c'est pas, tu peux pas le mettre tout d'un coup sur le pipi, ça joue pas, il y a un truc qui jouait pas. Mais au-delà de ça, moi j'ai quand même vu un truc qui m'a choqué hier soir. Je sais pas si vous avez vu l'interview d'après-match de Daniel Odette. Et en fait, il lui a posé la question. Qu'on a diffusé d'ailleurs sur Planète Hockey. C'est là que je l'ai vu d'ailleurs. C'est juste pour dire, il lui pose la question quels sont les changements notoires depuis. Et il y a eu un camp qui a duré une éternité parce qu'il ne sait pas quoi dire. Et alors, c'est pour en revenir à ce que Laurent disait, il faut des décisions fortes. Et pour l'instant, on est dans le process, j'imagine. Mais voilà, là il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, parce qu'autrement ça peut devenir très compliqué. L'adversaire de Lausanne hier, Bienne, enfin un joueur biennois, disait à la fin du match que finalement si Bienne avait gagné, c'est parce qu'ils avaient tenté de créer plus que Lausanne. Oui, si on regarde le nombre de c'est Froidevaux qui a dit ça. Ouais, le nombre de chances de goal, il y a eu des grosses chances. Après c'est la constance durant les matchs. Et puis je redis, maintenant, ce qui est passé, on ne peut pas revenir. Et si on trouvait des solutions, et la première solution, c'est les pénalités, les joueurs dans le bon line-up, et puis gagner les matchs à domicile. Les matchs à l'extérieur, finalement, on s'en fout. Si tu gagnes tous tes matchs à la maison, tu seras 10e ou 9e ou 8e. Par là-dessus, essaye de trouver 2 bons étrangers parce que le casting, il n'est pas bon là, et par rapport au profil, et tu vas développer tes joueurs. Et ces catchs, Fuchs et Ria, ils sont un petit peu dans le down, mais on sait très bien que l'année dernière ils les ont portés et qu'en deuxième partie de saison ça va aller. Raffle va amener son leadership, il faut qu'Ugly se développe, et puis maintenant la question c'est qui va jouer avec Kovacs au centre et qui on va mettre. J'ai une autre possibilité, on a beaucoup parlé, on parle très peu de lui, mais Maillard, je vous rappelle que quand il est arrivé en National League, il jouait juste les powerplay avec Genève, on l'a eu comme joueur, c'est un mec techniquement, il a une grande vista. Maintenant, est-ce que Maillard il est capable de faire les efforts pour les 2 autres, de faire le travail obscur? Ça, c'est ma question. Mais un Maillard ou un Pedretti, je pense que ça peut être intéressant. Et puis, tu envoies un signal fort. Sidler, il faut le garder parce que c'est un prospect et il faut aussi envoyer des signaux aux autres joueurs que tu veux recruter. Mais avec simplement 2 transferts très importants, mais qu'on a besoin, avec le retour des blessés, je suis sûr que Lausanne peut remonter au classement et faire quelque chose. Et là, on pourra juger Ward. S'il obtient ces 2 joueurs, et je pense que c'est ce qu'il demande, et qu'il n'a pas de résultat, par contre avec l'équipe à disposition, là on pourra commencer à critiquer Ward. Ouais, puis j'ajoute par rapport à ce que tu dis, c'est que si tu gagnes tes matchs à la maison, la patinoire va se remplir. Ça c'est très important. Ça, exactement. Et on voit tout de suite la différence. Tout d'un coup, un match qui dort un peu. Et hier on était au Vernet, c'était mal fait parce que c'était un gros match, il n'y avait pas beaucoup d'ambiance. À Lausanne, tu mets 2 goals, c'est le feu et ça change complètement la donne. C'est un peu comme à Montréal comme ça. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Oui. Non, je suis d'accord aussi, désolé, le dernier point aussi. Pour pas parler de Lausanne d'hier aussi, bon, ils ont quand même 3 poteaux, ils ont un peu plus de chance. Bon, le match peut se décider, mais c'est les chances que tu crées, c'est qu'est-ce que tu apportes avec toi. Alors, la façon de jouer aussi, souvent c'est. Ouais, mais alors justement, très intéressant. Tu regardes Odette, il dit on n'a pas eu de chance, on n'a pas de poteau, il a les bras qui tombent. Et quand Noah Rudd il dit ça, il est fâché, il dit. On n'a pas eu de chance, on n'a pas eu de poteau. On a été nul, il a dit on a été nul, il faut qu'on se réveille, c'est un scandale. Et le lendemain, on va gagner à Cloton et il l'a fait. Ils l'ont fait, pardon. Mais c'est juste pour dire aussi, quand t'as pas de chance, tu dois te révolter, tu dois pas pleurer. Et voilà, quelque part. Ils n'en sont pas là par hasard. Bon, mais si on tourne la page, ce que je constate encore une fois, il y a un paradoxe quand vous parlez de Ajoie et de Lausanne, c'est que vous dites qu'il faut quand même essayer de travailler sur le long terme, mais vous demandez des mesures immédiates. C'est vrai que ça peut être paradoxal, mais c'est vrai que ces mesures immédiates qu'on attend depuis des semaines, elles n'arrivent pas. Mais le changement d'attitude, ça peut être immédiat. Le changement d'attitude, et puis surtout, des joueurs à Ajoie, on n'a pas le budget pour changer les choses. À Lausanne, on a le budget pour. Et là, il nous reste une 9e et 10e licence, et c'est primordial qu'on renforce la défensive et qu'on trouve une première ligne qui fasse la différence. Ça, c'est indispensable pour que Lausanne aille plus loin dans la saison. Moi, le seul dernier bémol que je peux faire sur Lausanne, c'est que de changement de Foust à Ward, je vois pas une différence incroyable. Exactement. Je la vois pas tant que ça. Alors, on va laisser justement le temps à Ward, comme vous l'avez dit, le temps de. Mais moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Et on en avait parlé. Et puis, je vous ai dit, quand j'avais à chaque fois la Vaudoise Arena, je me fais arrêter, mais c'est trop dur, etc. Mais moi, j'avais simplement dit, moi, ce qui m'inquiète, c'est que Ward, lorsqu'il est arrivé, il a dit oui, j'ai exactement la même façon de penser que Fous, on est sur la même longueur d'onde, et c'est ça qui m'avait inquiété. Donc j'espère que là maintenant Ward il va demander un entretien avec son chef, il va lui dire voilà,
j'ai besoin de ça et ça. Et avec ça, avec le retour des blessés, voilà ce que je vais faire. Et c'est là qu'on va pouvoir juger Ward sur la fin de saison. Bon, Parce que je rajoute que si on ne change rien, on va arriver en fin de saison, on va dire, Ward il va dire, ok, bah, j'avais pas l'équipe à disposition, on va repartir sur une nouvelle saison, on n'aura pas pu le juger, et si l'année prochaine ça repart comme ça, on va commencer à perdre des fans, c'est à perdre beaucoup d'argent. Et la patience de la direction et notamment du propriétaire va peut-être être mise à mal. Donc là maintenant il faut réagir. Ouais. Bon, moi ce que je retiens aussi quand même, c'est que quand Ward est engagé par John Foos, communication à l'américaine, il va quand même pas dire qu'il n'a pas les mêmes vues que celui qui est devenu son patron. Voilà, ça il faut quand même laisser. C'est de la communication pure et dure. Maintenant, on en donne le crédit que l'on veut ou qu'on ne veut pas. Politically correct, comme on dit. Voilà, exactement. Nous sommes toujours à tête de course, le Bike and Coffee qui se trouve tout près de la gare à Nyon. Je sais plus l'adresse, mais enfin il y a le grand parking là qui se trouve juste en face. Vous repérerez beaucoup plus facilement que moi. C'est le premier bloc toujours avec Laurent Perroton, avec Christian Ponty, avec Pat Lefebvre. Alors on a parlé de Lausanne et de Ajoie. On remonte le classement et aujourd'hui le troisième club roman dans la hiérarchie, c'est Fribourg-Gotteron. Ça veut dire qu'à Fribourg, on est un peu déçu parce qu'on espérait être au minimum, vu les transferts genevois, au minimum deuxième de la hiérarchie. Et Fribourg, aujourd'hui, c'est un petit peu les montagnes russes, on va dire ça comme ça. Alors, pour Fribourg, la grosse satisfaction, c'est Connor Hughes, 93,03% d'arrêt, exceptionnel ce qu'il fait. Maintenant, 7e au classement. 3 matchs de retard sur Davos et Zug à 40 points. Pour moi, pour la 6e place, ils vont se battre avec Davos. Et les matchs contre Davos, ça va être des matchs à 6 points, ça va être très très important parce que devant, tu as Zug, tu as Zurich, ensuite tu as Rapperswil, tu as Bienne et tu as Genève qui sont très loin. Donc ça va jouer ici. Maintenant, pourquoi on est 7e ? J'ai fait un petit peu... Je peux provoquer ? Oui, allez-y. Alors, j'ai mon opinion, bien sûr. C'est vraiment une question provocatrice. Les étrangers de Fribourg sont-ils nuls ? Non. On est d'accord. Ils sont... Mais alors, c'est les moins productifs de la Ligue. C'est exactement ça. Alors, justement, je vais vous parler de ça. Gunderson, 14 points, vraiment un très bon étranger, pas de souci. Vagno, il fait dans son rôle très très bon. Même une surprise. Je ne l'attendais pas à ce niveau-là et je le trouve très 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 solide. Maintenant, Kokkanen, il alterne le chaud et le froid, mais 15 points. Mais après, Sorensen, 2 points. Ras, 4 points. De la Rose, 5 points. De la Rose, on savait. De la Rose, il va être très important en play-off. Mais Rask et Sorensen, c'est les remplaçants un petit peu numériquement. C'est les deux derniers arrivés. Les deux derniers arrivés. Puis numériquement, par rapport aux qualités de buteur, on voulait remplacer un peu Dido. Donc ça, c'est insuffisant. Et puis surtout, après, nos joueurs suisses qui font une saison où ils ont marché sur l'eau l'année dernière. Et c'est un peu moins bien. Sprunger, c'est moins bien. Mottes, c'est moins bien. Marchand, c'est moins bien. Le Valzer, c'est vraiment, vraiment moins bien. Donc tout ça fait que offensivement, tu te retrouves à être la 9e attaque. La 9e attaque, alors que tu gères un petit peu, tu veux être dans les playoffs. Et puis ensuite, tu es la 2e défense, c'est ce qui te sauve un petit peu. Mais là, il va falloir absolument qu'on trouve les trios offensifs pour pouvoir aller plus loin et aller chercher cette 6e place, parce que là, ils sont en danger. C'est la première fois que j'ai un peu d'inquiétude sur Davos qui commence à revenir bien. Et puis quand on voit les équipes devant, ça va être difficile d'aller les chercher. Donc là, il va falloir être plus constant, même si depuis la reprise, après la pause de l'équipe nationale, c'est beaucoup mieux. C'est un petit peu la remarque que l'on entend pratiquement depuis... j'ai même pas compté le nombre de matchs, que ce soit en Champions Soccer League ou en National League. L'excuse qui arrive toujours, c'est il faut marquer. Voilà. C'est ça. Est-ce que vous avez le sentiment que Fribourg a le jeu où il ne manque que les buts? Alors, juste après, je laisse parler mes camarades. Juste par rapport à ça, Bienne et Fribourg, ils sont un peu extérieurs. Ils jouent avec le puck et puis d'un coup, ils cherchent des intervalles. Et vous avez vu qui c'est qu'ils ont été chercher, Bienne? Ah oui. Un joueur exactement ce qu'on a besoin d'aller dans la peinture, à 29 ans, avec beaucoup d'expérience. Avec Riley Sheehan, donc on va le nommer. Exactement, on en parlera après. Et là, Dubé, il a fait un gros travail défensif. Maintenant, son gros travail maintenant, c'est de les obliger à aller devant la cage, mettre des pucks honnêtes. C'est un petit peu mieux, mais c'est encore insuffisant. Et arrêter d'essayer de faire du beau jeu et d'être toujours extérieur. Et puis d'accepter le défi physique. Ouais, alors, moi, il y a deux choses. La première, c'est que
est-ce que non plus, on peut pas dire aussi que Fribourg a fait une saison tellement incroyable l'année passée que du coup on s'attendait à la même chose. Et peut-être qu'on aura le même point de vue l'année prochaine pour Genève, parce que des fois quand tout va tellement bien, c'est exactement comme quand la Suisse a fait vice-championne du monde en Suède, ils shootaient, ils marquaient, fermaient les yeux, ça rentrait. Alors il y a des années comme ça, et après évidemment t'emmagasines une super confiance, et puis après derrière ça devient de la pression parce que tu dois confirmer. Moi je remarque une chose, c'est que par exemple, si on parle des imports, les imports défensifs vont tous bien et tous les imports offensifs vont moins bien. C'est lié à la confiance. Après, il y a quand même une autre chose que je trouve, c'est que déjà l'année passée, mais cette année, Dubé brasse beaucoup ses lignes. Et puis, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est il n'y a pas trop de constance. Hein. Non, voilà. Et justement, et peut-être que ça manque aussi un peu. Et puis, le problème aussi, c'est que quand tu brasses tes lignes, il y a quand même beaucoup de joueurs pas contents. Et puis, eux, ils ont un étranger de plus. Donc, à gérer aussi... Ça, franchement, quand déjà tu as exactement le nombre d'étrangers, c'est plus facile. Hein. Je veux dire, c'est un peu la tombola. Tu arrives le matin, tu vois le line-up, une fois tu joues. Pour comparer avec Genève qui a 5 étrangers, il n'y a personne en tribune. Vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est un peu plus voilà, exactement. Mais apparemment, le 7e étranger de Fribourg actuellement, c'est Delarose. Ouais, mais je suis pas sûr. Le problème, c'est que Delarose, faut pas non plus le prendre que pour un étranger qui était censé amener des goals. Il est censé amener de la robustesse en play-off, et il est taillé pour ça. On verra. Il y a des joueurs. En Ligue des Champions l'année dernière, il était très exceptionnel. Je rappelle un Claude Lemieux, par exemple, au Canadien, il mettait 20 points pendant toute la saison et puis il en mettait aussi 20 en play-off, mais que des importants. On est censé être dans ce rôle-là pour un gars comme Delarose. Il faut peut-être pas trop le juger sur ses goals, même si c'est insuffisant, je suis d'accord, mais pour moi, ce qui est plus insuffisant, c'est Sorensen. On l'a vu, je me rappelle en début de saison, c'est un gars qui a des skills exceptionnels. En plus, c'est un gars qui est frontal, qui va au goal, parce que c'est un peu le problème comme on a dit, de Fribourg. Et souvent, ils ont la possession. Sorensen, c'est un goal KHV et un penalty. Hein. C'est ça. Non, c'est insuffisant, clairement. Très insuffisant. Après, ce que je dis, c'est que je vois aussi que Dubé, il cherche, mais peut-être trop. Des fois, il faut être patient. Et puis, je pense qu'aussi, en termes de stabilité, c'est important aussi pour avoir des automatiques, pour marquer tes goals. Moi, j'ai l'impression que il y a trop de mouvements à ce niveau-là. Et puis, peut-être, ça perturbe les gars. Et puis, ça influe sur la confiance. Absolument. Moi, quand je vais voir les matchs, je regarde de tout. Je regarde la gestion du banc, des deux côtés, comment les joueurs se comportent. Body language est très, très important et Christian a apporté un bon point. Il y a des joueurs mécontents, ça se voit. Un gars comme Motet, qui a fait une saison incroyable, qui n'est pas mis dans les bonnes situations, d'après moi. Allô, Dido. Alors, c'est absolument, il y a des situations. Et Delarose, je veux juste rapporter un autre détail. Il ne faut pas penser à Delarose qui va marquer des buts. Larose, à 5 contre 5, défensivement, et pour tuer des pénalités, absolument. Absolument. Pour ça, oui, il fait un job incroyable. C'est pas celui qui va mettre les goals importants non plus, là, mais je vois qu'il y a beaucoup de joueurs mécontents. Et le jeu que j'ai vu de Fribourg, j'ai été un peu déçu, qu'ils ont quand même été chanceux de gagner à Lausanne l'autre fois avec le but d'Ernest, le troisième but. Avec Kokanen, hein? Ouais. Mais vous me parlez de body language, notamment concernant Motet et aussi Marchand, par exemple. Ouais. Moi, j'ai l'impression, on les voit tirer la gueule, ça c'est clair, mais j'ai surtout l'impression qu'ils se posent des questions sur leur propre capacité à eux de ne plus savoir glisser le puck au fond des filets comme ils le faisaient facilement l'année passée. Ouais, et c'est pas, pour moi, c'est pas la conséquence d'un tout, mais c'est plutôt une conséquence individuelle et ils râlent plus contre eux que contre l'équipe ou l'organisation. Alors, typique, Motet, c'est un bon exemple. Lui, l'année passée, il a cartonné sur son one-timer en powerplay, mais la passe, elle arrivait on-time au bon moment, il n'y avait plus qu'à mettre son pédale. Il y avait Dido. Dido, exact, mais c'est ça. On ne se rend pas compte de l'impact d'un Dido. Je vais juste rajouter la profonde différence avec l'année passée aussi, et pourquoi Marchand et puis Motet peuvent être frustrés, c'est qu'on a été chercher Berchi. Donc ça t'enlève des situations très importantes et du temps de jeu, et puis on est passé à 6 étrangers. Et donc du coup, ces joueurs-là, ils ont moins de temps de jeu et peut-être que tu as des joueurs, on a du mal à comprendre le grand public, mais tu as des joueurs, plus ils jouent, plus ils sont bons, moins ils jouent, moins ils sont bons. Ça dépend du volume de jeu, ça dépend des personnes, etc. Et du coup, c'est dans la gestion de l'effectif, le gros travail à Dubé, c'est ça, la gestion de l'effectif et les situations offensives ou essayer d'aller dans les situations un peu plus favorables. Gérer les mécontents. Et puis gérer les mécontents et puis mettre un peu plus de pression sur le net. Ouais. C'est impossible pour un entraîneur d'avoir 25 joueurs contents.
T'as la moitié. Ça n'arrive jamais. T'as un corps qui sont contents, qui t'aiment, un corps qui te déteste et un autre corps qui n'ont pas d'opinion. Exactement. Ouais. Alors, c'est mettre les bons joueurs, les joueurs dans les positions qui sont bonnes pour eux. C'est pas toujours vous savez, moi, je me rappelle, on me posait souvent la question, mais on disait, si tu demandes à un joueur, ou les 3/4 des joueurs, qu'est-ce que c'est pour toi un bon entraîneur? La réponse, c'est souvent, c'est déjà un entraîneur qui me fait jouer. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, l'avenir de Fribourg, parce qu'on est aussi dans le Bifort, donc c'est quoi l'avenir de Fribourg? L'avenir de Fribourg, c'est compétitionner pour essayer d'aller chercher ce 6e place et se battre avec Davos. Ouais, et puis moi je crois quand même un truc, Fribourg, ils ont quand même, faut laisser, et merci aux Fribourgeois, le noyau, ils ont une bonne ambiance d'équipe globalement. Et ça... Et un grand public. Exact. Une patinoire tout là, ils ont capitalisé sur l'année passée, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ouais. Bon, ça c'était pour Fribourg. On va remonter parce que, messieurs, il nous reste un quart d'heure. Hein. Donc, et comme j'ai envie quand même de parler de Genève qui est en train de connaître apparemment sa première mauvaise passe depuis le début de la saison, on va évoquer d'abord Bienne. On va faire rapide comme ça. Alors on a parlé de Riley Sheehan. Ça sera l'élément clé lorsqu'on pourra réaligner en gros Van Pottelberg. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. C'est un petit peu ça le deal, et puis c'est surtout un mec qui rush, qui va à la cage, et puis qui fait du travail obscur, qui reste dans le net. Donc avec des bons joueurs à côté, ça peut être un bon complément. 29 ans, le nombre de matchs NHL est impressionnant, hein. Et en général, Steinegger ne se trompe pas sur le profil, donc hâte de le voir jouer. Maintenant, pour parler un petit peu de Bienne rapidement, sa série de blanchissage, après une passe difficile après le retour avec l'équipe de Finlande. Maintenant, il est revenu à son top niveau, et puis hier soir, il a fait des gros arrêts, et puis il a gagné. Il n'a pas été à Davos, mais ils ont perdu, mais il a gagné les 2 autres matchs, 3 victoires sur 4. Après, parler un petit peu des performances individuelles, Hofer qui est toujours impressionnant, 4e score de la ligne, 25 points. Et puis surtout, Bienne, ce qui sont un peu malheureux pour eux sur une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une ligne qui tourne bien, il y a un blessé. As avec sa ligne avec Olofsson. Puis là maintenant, ils ont perdu Kunsley qui jouait, Brunner qui commence à revenir à son super niveau avec Kunti. Et puis pour moi, le gros problème aujourd'hui sur du moyen terme, c'est le premier bloc avec Rajala et Salinen. Et Kessler. Ils ont fait tourner Kessler, un petit peu Ischier, mais ils n'arrivent pas à trouver le gars avec eux qui pourrait vraiment être très très dominant en play-off. Mais par contre, avec 2 gardiens comme ça, à l'arrivée de cet étranger-là, Bienne, je vous rappelle que 6 points de retard sur Genève, avec un match de retard. Donc potentiellement, virtuellement, ils sont à 3 points de la première place au milieu du championnat. Qui aurait parié là-dessus? Personne. Donc vraiment exceptionnel sur ce début de championnat. Justement, c'est aussi d'où l'immense importance du retour au jeu de Van Pottelberg et en forme. Et As qui est revenu à la compétition, qui est très important. Mais ça veut aussi dire qu'avec Van Pottelberg en force, ça veut dire qu'on peut aligner un étranger supplémentaire. Alors déjà qu'eux, ils ont une flexibilité incroyable, où ils mettent des juniors, ils mettent machin, ils paniquent jamais. Mais si l'équipe est en santé avec leurs 2 gardiens, attention, ça peut faire mal. Hein. Patrice, vous avez vu bien hier. Oui, absolument. Non, j'ai bien aimé aussi Ivalenko, le défenseur hier, très 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 solide, très intelligent, très efficace, une bonne mobilité, il voit bien le jeu aussi. Il fait rarement des mauvais jeux, il est rarement dans une mauvaise situation ou mauvais placement. J'étais très impressionné par son jeu hier. Bienne, équipe donc qui promet beaucoup pour la 2e partie de saison, en tout cas. Bienne, principal contradicteur pour l'instant de Genève Servette, qui reste sur 3 revers sur les 4 derniers matchs. Mais que se passe-t-il à Genève quand Cadieux dit on fait des erreurs qu'on ne faisait pas avant? On l'interprète comment? Exactement. C'est une équipe qui est en difficulté physique. Tout le monde a des trous, et là il n'y a pas le coup de rein, la dernière réception qui est mauvaise, et puis des jeux compliqués. On se frustre un peu parce qu'on a tellement l'habitude de gagner quand on perd des matchs à domicile, et du coup il y a des joueurs qui deviennent un petit peu individualistes ou qui font pas les bons jeux. On va en parler. Ensuite l'interview est très lucide de Cadieux, très très lucide. Maintenant, je vais juste vous parler des étrangers. Donc le premier bloc, Filppula, Winnick, Miranda. Très bon trio, et puis Miranda qui fait un très bon job, mais je vais vous parler des plus-minus. Plus 20, Miranda plus 16 et Winnick plus 17.
Et là, on parle beaucoup en ce moment de Artikainen, même s'il a mis 2 goals hier, dans le volume de jeu, dans l'intensité et les pertes de puck et les pénalités, c'est pas bon. Ensuite, Omark, c'est pas bon du tout. Et ces 2 joueurs-là, ils sont quand même à -3. Avec la qualité, le nombre de goals marqués, ils sont à -3. Pour vous donner un exemple, il y a Richards qui est à -2. Et puis Antonietti et Bertaggia à -1. Donc voilà, c'est un petit peu ces 2 étrangers-là, ils doivent se remettre en selle. Et hier, on a vu un Omark sans vitesse qui compliquait les jeux. Et je pense que le fait que les équipes jouent très très défensif, très agressif en zone neutre, on a moins le contrôle du puck en zone offensive. Et du coup, on force un petit peu les jeux et c'est ce qu'a dit Cadieux. Ouais, forcer le jeu, ça amène les erreurs, quoi. Ça amène les erreurs. Maintenant, là où j'ai beaucoup aimé Cadieux en début de saison, il a pris des décisions fortes sur le changement d'Artikainen et d'Omark. Et là, il a commencé à recoacher un petit peu avec 2 lignes. Mettre toujours le premier bloc sur le premier bloc de powerplay sur la glace avec les étrangers, alors qu'ils ont eu un 5 contre 3 contre Rapperswil par exemple, où ils ont fait n'importe quoi, ils ont surjoué, etc. Et là, à chaque fois qu'il a mis le bloc avec Rod et Praplan, ils ont été très très dangereux en powerplay, donc peut-être redistribuer les cartes au niveau du coaching. Et puis après, moi je viens sur le 4e bloc où Joris est à -5. Et moi je trouve que c'est pas juste vis-à-vis d'un Berton par exemple. Exact. Parce que je trouve qu'il joue pas bien. Je trouve qu'on a envoyé Berton en Swiss League sans lui donner la possibilité ou un De Runks, mais qui peut pas jouer au centre, mais on donne moins de temps de jeu à Smirnov. Et puis Joris, pour moi, il est transparent en ce moment. Et sur le 4e bloc, on a besoin d'un joueur un peu plus dominant. Et pour finir, j'aurais 3 joueurs à citer. Noah Rod, Praplan et Pouliot. Les leaders. Qui jouent vraiment pour l'équipe. Ils jouent vraiment pour l'équipe. Et hier, le Noah Rod, il a envoyé des mises en échec là. Attention. Et ça, c'est vraiment des joueurs de concession et d'équipe. Et juste vous donner un exemple. On sait que Philippe Poula est un immense pro qui se prépare extrêmement bien après les matchs. Le temps que je descende de la tribune, que j'allais à ma voiture au parking, il était en même temps que moi. Donc je peux vous dire qu'on est fâché du côté de Genève. Et ce joueur-là, qui est un joueur emblématique, qui est le top joueur du championnat, je pense que les murs ont dû trembler entre eux. Et il faut se remettre sur le droit chemin. Et il y a une petite baisse de régime au niveau physique, donc il faut resimplifier le jeu pour pouvoir avoir des résultats. Ouais, alors si je peux, j'étais aussi au match. Moi, ce qui m'a choqué, c'est effectivement, déjà, ils sont fatigués, mais mentalement et physiquement. Une des grandes forces de Genève, c'est qu'ils gagnaient tout le temps les duels dans les bandes. Ça fait 3 matchs qu'ils les gagnent plus. Du coup, par exemple, leur jeu de transition était bon, mais il est trop long. Maintenant, ils sont cuits, ils sont carbo, quoi, on voit. Et spécialement les étrangers. Omark, franchement insuffisant avec le talent qu'il a. Et puis, désolé de le dire, mais Artikainen, il faut quand même qu'il perde 2-3 kilos. Hein. Au niveau, non, mais sérieux, il est lourd. Après, il a des mains incroyables autour de la cage. C'est un tueur. Protection de puck. Voilà, c'est ça. Voilà, exact. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils sont hier trouvés en face de Zug, qui est venu pour ne pas perdre. Parce qu'attention, ils ont bien joué 2 fois, mais ils avaient déjà 2 défaites. Ils voulaient stopper. Et ils ont utilisé la méthode Söderholm, et ça a très bien marché. Mais alors justement, quand tu te trouves sur un bloc comme ça, compact, en zone neutre, puis que tu n'arrives pas à arriver en vitesse, et puis que eux, alors par contre, leur contre, Hoffman, je vais dire... il revient gentiment, lui. Hein. Enfin, gentiment. Non, il revient en force. Il est exceptionnel hier soir. Herzog, Hoffman, fin de match au niveau du gardien du côté de Leonardo Giannoni, exceptionnel. Un arrêt exceptionnel du Grand Giannoni. Et parce qu'à un moment donné, ils ont essayé de pousser, Genève. Ils ont augmenté leur intensité physique, ils ont joué physique. Voilà. Et là où j'ai été encore une fois impressionné, c'est Kovar. Il a envoyé des checks. Il a pris des checks, mais il a envoyé des checks. Oh là 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 là. Là où tous les gros joueurs de Genève ont entre guillemets un peu failli, sauf Noah Rod et Praplan, Pouliot. Exact. Et de l'autre côté, ils ont été là. Parce que justement, à un moment donné, effectivement, on voyait, on regardait le coaching, il s'excitait, il appuyait sur le bouton et ça répondait plus. Et là, effectivement, il a surutilisé des gars qui étaient déjà cuits. Le meilleur exemple, c'est Phil Poula. Phil Poula, hier soir, il avait 39 ans. C'est la première fois que je le dis. Mais parce qu'il est juste humain, au bout d'un moment. Mais le gars, tout ce qu'il faisait juste, machin, ces longs cannes où il gagnait des pucks, ça passait plus. Et donc, je pense aussi, c'est pour ça que je reviens là-dessus, la fin de match a été très bien gérée mieux gérée du côté de Zug. Le goal à 4 secondes de la fin du deuxième, ça a fait très mal à jouer. Exact. Ça les a tués, exact. Patrice. Ouais, moi, c'est ce que j'ai vu. Pour faire un point aussi sur Chris et Laurent, c'est tu vois des joueurs
qui font des choses qu'ils ne faisaient pas. Tom Ernest, hier, il a fait 2 revirements qui ont coûté les buts, qui fait pas... Ils veulent en faire trop, en fait. Ouais, mais c'est sauvetage individuel. Mais tu vois mentalement qu'il n'était pas là. Avec la rondelle, il fait pas ça habituellement à ces jeux-là. Pataden, il commence à manquer beaucoup. Alors, c'est un peu le surendettement des joueurs qui commence à se faire voir. Et pour faire un point sur les 4e blocs en Suisse, il ne devrait pas jamais y avoir un étranger sur un 4e bloc. Pas ici. Moi, écoutez, j'ai joué comme étranger. Il ne devrait pas avoir d'étrangers sur un 4e bloc en Suisse. C'est ce qui se passe avec Abdelkader. Oui, mais il faut... Abdelkader, il se prépare gentiment. Je voulais juste parler un petit peu de lui. Abdelkader, hier soir, il n'a pas mis un check. Il joue tranquille. Il se remet en forme. Il a juste, à 2 minutes de la fin, envoyé un immense slash à Tom Ernest, mais un immense slash pour lui dire... Je suis de retour et je suis de retour et attends quand on va se voir en play-off. Donc ça, lui, il va être très très utile. On n'a pas parlé des gardiens, des clous un peu fragiles, mais qui fait son job. Maillère, il me fait peur. Je suis désolé, mais en fait, il est tout le temps en train de bouger. Il fait des gestes parasites. Des fois, il fait des arrêts. Et il peut être tellement bon quand il est calme. Et là, je reviens à ce qu'on a dit plusieurs fois dans cette émission. Lorsqu'il est pas numéro 1 bis ou numéro 2 et lorsqu'il est en concurrence numéro 1, il est moins bon. Alors ça, il faudra aussi voir du côté de Genève. Maintenant, je vais vous les venir là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup et les échos qu'on entend, et plusieurs personnes bien informées, c'est que Tom Ernest ne va pas rester à Genève. Ouais, c'est juste. Donc apparemment, il va rentrer à Frölunda et ça me fait mal au cœur pour les Genevois, ça me fait mal au cœur pour le championnat. Et en fait, quand je le vois jouer en ce moment, il est entre 2 eaux. Alors est-ce que sa décision est complètement prise ? Si elle n'est pas complètement prise, je peux comprendre comment il joue en ce moment. Mais c'est tellement triste si ce joueur part pour tout, pour le passionné qu'on est, les passionnés qu'on est de le voir jouer, et puis pour Genève, pour le championnat. Donc si c'est le cas, je trouve intelligente la manière de ne pas communiquer, parce que peut-être que Genève le sait, et peut-être que Genève aussi cherche et puis avoir un compromis pour pouvoir un petit peu calmer ce feu. Mais lorsque ça va être annoncé, si c'est vraiment le cas, ça va faire un coup dur à Genève et au hockey suisse. Mais là, ils prendront le temps pour l'annoncer. Ce serait faux de l'annoncer maintenant. Exactement, ils sont très intelligents. Ou alors ça viendra de Suède. Mais c'est déjà un peu venu, il y a un petit peu des bruits, mais j'ai parlé avec un scout très bien informé qui m'a dit que c'était déjà fait. Donc 2 personnes me l'ont dit, puis ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment. Ouais, c'est le Romagnosi du hockey suisse. Non, mais il n'y en a qu'un comme lui, regarde bien. Je veux dire, il n'y a personne qui a un impact pareil sur le jeu et sur le spectacle. Et dernière chose, à la fin du match, ce qui me dérange en tant que coach, et ça j'en parle beaucoup avec les joueurs, c'est que j'ai vu des duos posés sur la ligne bleue. Des duos, ils n'étaient pas ensemble. Et puis t'avais Winnie et Phil Poula qui faisaient des grands signes, mais ils parlaient de ce qui venait de se passer à 6 contre 5 où Omar perd un puck. Tu sens un petit peu qu'il y a de l'agacement et du coup ils ont dimanche, ils ont un peu de repos. Dimanche ils vont à Ajoie. C'est le match of the week sur les Mans Bleus. J'en profite pour faire un petit peu de pub. Et là il faut absolument, là tu peux pas perdre. Faut remettre, attention bien. 6 points de retard, mais un match de retard, donc potentiellement 3 points. Donc là, tu peux pas perdre. Ouais, juste pour en finir avec ce que tu disais tout à l'heure sur Abdelkader, juste préciser que la fin de match était chaude et je crois que sur les 3 derniers chiffres, il était sur la glace. Donc ça veut dire déjà l'importance que les coachs lui donnent. Ils savent très bien pourquoi ils l'ont engagé. Et même qu'il a peu joué, il est déjà hyper responsable sur la glace. Et il ne met pas des hits maintenant, il mettra ça au bon moment. Et Cehlárik hier qui a été scandaleux. Scandaleux, il a été vraiment mauvais, il prend 2 pénalités de goal et quand Klingberg va revenir, là il ferait mieux de se réveiller parce que j'ai vu le coaching staff très très agacé. Bon messieurs, vous allez dire que j'ai mangé un chronomètre, mais on arrive gentiment à la fin de l'émission, mais il y a quand même un dernier sujet, je vais vous faire plaisir, vous allez pouvoir vous défouler. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est le cas Barhoffner. On va terminer avec l'arbitrage. Bon ben voilà, je vous écoute, allez-y. Bon, alors moi, faites-vous plaisir. Je voulais juste m'exprimer là-dessus. Moi, il faut être clair, c'est une erreur des arbitres.
Ils ont les outils, ils n'ont pas décidé de les utiliser. Pourquoi? C'est une bonne question. Pour ceux qui n'ont pas vu, on va quand même rappeler les circonstances. Ouais. En fait, il y a une faute flagrante sur une charge dans le dos. Sur Bikoff. Exactement la même mise en échec qu'a pris Axel Anderson, avec des conséquences beaucoup plus graves en Swiss League, où il s'est cassé les vertèbres. Ouais, c'est exactement le même geste. Voilà, donc là c'est sur Bikoff. Dans le dos avec élan. Barhoffner. Et donc justement... Réaction des arbitres? Déjà, première chose, il y a 4 arbitres. Faut pas me dire que les 4 arbitres, peut-être 1 ou 2 l'ont pas vu, mais sur les 4, ils doivent se parler, ils doivent dire là, faut aller voir la vidéo, parce qu'ils ont l'outil. Et puis là, alors je suis d'accord avec Dubé qui est foudrage, parce qu'il leur dit mais allez voir. Et pourquoi ils refusent ça? Parce que ça coûte rien. Ça, ils ont les moyens maintenant, et ils les utilisent pas. C'est juste pour dire que sur ce coup-là, c'est pas la ligue, ça c'est l'arbitre. Et moi, il y a un truc qui me fâche, c'est que pourquoi il n'y a jamais de communiqué? On n'ose plus toucher aux arbitres tout de suite. Tu fais une erreur, c'est 5 matchs. Là, ils font une erreur flagrante. Pourquoi il n'y a pas un communiqué qui dit aujourd'hui, nos arbitres, ils ont été défaillants, on s'en excuse. Il n'y a jamais ça. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas d'immunité dans ce sens-là. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et ça, pour moi, c'est de la malhonnêteté. Je ne suis pas d'accord. Je veux juste rajouter, j'ai entendu quelques confrères à vous qui ont dit qu'il fallait aussi arbitrer selon le nom dans le maillot. C'est-à-dire qu'un Herzog ou Barhoffner, mais ça ne va pas la tête. Ça ne va pas la tête. Non, et à partir du moment où tu as payé ta suspension, tu dois être jugé comme les autres. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on va peut-être faire de l'argent, Philippe. Qu'est-ce que vous pensez? on va investir sur des casques de hockey où il y aura des micros intégrés dedans. Puis on va leur parler comme quand je joue à la PlayStation avec ma télécommande. Non, mais là, sérieusement. Et on leur donne les outils. Oui, on voit pas le hors-jeu, on n'a pas les bonnes caméras. D'accord. Là, il y a le coach et le capitaine adverse qui te demandent d'aller voir. Tu vas voir par correction, par politesse. C'est une faute de l'arbitre. Et puis, c'est une faute de l'arbitre. Et surtout, Christian, ce qu'il a dit, tu dois t'excuser. Mais exactement. Parce que comme ça, tu gagnes de la crédibilité. Nous, on est des simples consultants et on a fait notre mea culpa sur Lausanne, par exemple, aujourd'hui. On veut attendre de voir. Mais à un moment donné, il faut être lucide avec tout le monde et puis il faut être correct. Et là, tu gagnes de la crédibilité. Moi, j'ai déjà eu une grosse erreur d'arbitrage en demi-finale du championnat en junior élite. Le coach adverse, on avait un 5 contre 3, il a jeté un joueur sur la glace. Et sur nombre. Et l'arbitre, il a sifflé tout de suite alors qu'on avait le contrôle du puck. Il aurait pu. Et il m'a dit, je l'ai revu en finale avec Star, il m'a dit j'aurais dû laisser le contrôle du puck si vous marquez, puis après je mettais au pire la pénalité. Mais il s'est excusé. Et ben moi, c'était terminé. Et ça change beaucoup les choses. Moi, je vois surtout une certaine arrogance côté arbitral incroyable. C'est incroyable. Il n'y a aucune excuse de ne pas aller voir cette vidéo-là, premièrement, sur cette action-là. Et portez attention aux juges de ligne aussi. Quand il y a un but ou quelque chose, il y a des agressions incroyables. Je l'ai vécu comme joueur des années... en 2006, 2007, dernière fois que j'ai joué ici. Les juges de ligne qui entrent, qui poussent les... Et l'autre fois, il y a un joueur qui est suspendu parce qu'il y a eu un contact sans faire, comme tu as mentionné à ta chronique, qu'il y a eu un contact accidentel, qui est un joueur qui se... Mais c'est une arrogance, c'est incroyable. Et je veux rajouter ce que se dit Pat, les juges de ligne. Ils peuvent aller parler au principal. Et c'est là où ils m'énervent. Mais là, ils m'énervent beaucoup parce qu'ils sont des fois mieux placés par rapport à leurs compétences, hein, là où ils doivent être. Et tu peux aller le dire. S'il y a vraiment un geste pour blesser, parce que là, Bikoff, on l'adore, hein, mais on est tous contents qu'il se relève. Hein, parce qu'on a vu ce qui est arrivé à Axel Anderson. Hein. Axel Anderson, pour info, hein, il va arrêter sans doute le hockey, il va faire des études. Donc c'est quand même des graves blessures. Ouais, moi, pour en finir avec ça, j'ai vraiment des fois l'impression qu'ils sont dans une tour d'argent, le corps arbitral. Et en fait, faut pas nous toucher. Et nous, quand on fait une erreur, on décide de si on s'excuse ou pas. Je trouve que c'est comme il dit, c'est d'une arrogance. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit, hein, la confidence que je vous ai faite. Un jour, j'ai parlé avec un arbitre sur un plateau. Il m'a dit t'as déjà entendu un médecin critiquer un autre médecin? Mais un médecin, c'est à combien d'années d'études? Et là, on est dans le vrai problème. Il faudrait revoir la formation des arbitres et toutes les pénalités de match et tous les amendes. Bah, tu les récupères et puis tu fais des formations d'arbitres avec les meilleurs arbitres internationaux et puis tu essayes de développer ça parce que le niveau du championnat est exceptionnel et il faut que le niveau de l'arbitrage, et ils ont les moyens de le faire, ils progressent, et je reste persuadé comme en NHL qu'avec un micro on annonce les choses, etc. Ça amènerait de la valeur à l'arbitrage et puis du respect. Bon messieurs, on en parle chaque semaine. Cette fois-ci, je vous fais la promesse que très rapidement on va travailler vraiment sur ce sujet maintenant, parce que c'est vrai qu'il devient presque critique. On va essayer d'avoir du répondre au niveau des arbitres et on va essayer d'inviter
un responsable à venir participer à cette émission pour vous montrer à quel point cette problématique interroge pas mal de monde. Vous avez fait allusion à la chronique tout à l'heure que j'ai pu écrire il y a quelques jours à ce sujet. J'ai regardé la statistique quand même pour voir un peu l'intérêt des gens pour ça. C'est l'article qui a été le plus lu cette année, en 2022, sur planethockey.com. Donc ça veut dire que ça interroge quand même pas mal de monde. Mais ce qu'il faut juste dire, c'est que cette fois, c'est pas la ligue, c'est vraiment l'arbitre. Oui, c'est pas la même chose. C'est ça. C'est pas tout à fait le même sujet. Là, ils n'ont pas d'excuses. Parce que souvent, on pouvait dire, ils n'ont pas le support, c'est pas de leur faute. Non, là, c'est. Mais en plus, il n'y a pas d'excuses. Oui, absolument. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de ce plus long, mais comme d'habitude, on a largement dépassé les 60 minutes, mais enfin, allez, pour le moment, on peut encore se le permettre. On a été au pénalty. Voilà, on est allé au pénalty, mais alors au dernier des pénaltys. Merci messieurs. On a envoyé Pat pour gagner. On a envoyé Pat tirer le pénalty. Money time, c'est Pat qui fait les prolongations. Ouais. Merci messieurs, c'était donc le premier bloc Before en compagnie de Laurent Perroton, en compagnie de Christian Ponty, en compagnie de Patrice Lefebvre. Puisqu'il n'y a pas de match ce vendredi soir en National League, je vous annonce que cette émission, non seulement vous pouvez la réécouter d'ici quelques instants à 20h, mais vous pourrez également la réécouter demain sur le coup de 6h et même de 13h si vous avez raté cette émission. On en profite parce que là, cette émission n'aura pas vieilli de façon artificielle. Je vous rappelle quand même qu'il y a des matchs demain. Ambry contre Rapperswil, Bienne contre Lugano, Cloton contre Davos, Langnau contre Fribourg. Est-ce qu'on va sortir les casseroles du côté de Langnau? Et puis Zurich contre Berne. Et puis je vous rappelle également que demain il y a 5 matchs à l'affiche en Swiss League avec des clubs romans. Viège qui reçoit Bâle et avec la Chaux-de-Fonds qui joue contre Sierre. Voilà pour le programme de la National League et de la Swiss League pour ce samedi. On jouera également dimanche. Vous nous rappelez l'affiche du match de Léman Bleu? Ajoie-Genève avec un gros derby roman et puis 2 équipes qui doivent retrouver le chemin de la victoire. Vous imaginez, Ajoie fait tout quand même pour gagner des points. Ajoie doit gagner à la maison, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous imaginez Genève avoir des problèmes contre Ajoie? Oui. Voilà. Oui, parce qu'il y aura un temps de repos. Ajoie a vraiment des difficultés quand ils ont des back-to-back. Mais alors, un dimanche soir, on sait très bien que c'est très compliqué, surtout pour les équipes qui sont au classement, de se déplacer, etc. Et ensuite, Ajoie n'a pas joué la veille. Ils ont un très bon match mercredi à Zurich. Ils vont s'appuyer là-dessus. Il suffit qu'ils commencent bien. Ça peut être possible. Le gros problème pour Ajoie, c'est de tenir le résultat et avoir de la constance durant 60 minutes. C'était le premier bloc Before. Nous étions à tête de course, le Bike and Coffee de Nyon. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc d'ici quelques minutes pour la rediffusion à 20h. Demain samedi, exceptionnellement, 6h du matin, 13h. Merci de nous avoir suivis. C'était Philippe Ducarreau. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, le hockey sur glace, c'est bien. Le hockey sur place, c'est mieux. Bye bye.